Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On commence avec l'une des nombreuses photos venant de la propagande nord-coréenne, mettant en scène le dirigeant Kim Jong-un supervisant un tir de missile vers la mer du Japon pour mettre la pression sur la Corée du Sud, mais au-delà sur le Japon et sur le grand ennemi états-unien. Ces derniers temps, on sait que des soldats nord-coréens sont venus en Ukraine en renfort des soldats de Vladimir Poutine, ce qui ne signifie pas que la tension soit retombée sur cette mer stratégique, la mer du Japon, que la Corée du Nord demande régulièrement aux Nations Unies de renommer mer orientale de Corée et la Corée du Sud mer de l'Est, les deux y voyant en effet une trace anachronique de la colonisation japonaise sur la région. Nous utiliserons néanmoins ce nom, repris par la grande majorité des cartes du monde, mer du Japon, dans cette émission, que nous avons voulu consacrer à cette mer zone sensible où cohabitent deux coalitions de pays, deux systèmes d'alliances que tout oppose, vous allez voir. Sortons nos cartes. Située en Asie de l'Est, voici la mer du Japon, bordée par quatre pays, au nord la Russie, de Vladivostok à Sakhaline, à l'ouest les Corées du Nord et du Sud, et au sud-est le Japon, avec ses îles Kyushu, Honshu et Hokkaido. La mer du Japon est reliée à la mer de Chine orientale par le large détroit de Corée ou de Tsushima, du nom de ces îlots. C'est l'une des principales routes maritimes mondiales, y compris pour les flottes de guerre américaines, russes et chinoises. Au nord, on trouve les détroits de Tartarie, entre la Russie et l'île de Sakhaline, et de la Pérouse, entre Sakhaline et Hokkaido, qui ouvre sur la mer d'Okhotsk. Enfin, à l'est, deux détroits rejoignent l'océan Pacifique, Tsugaru et Kanmon, qui relient la mer du Japon au hub économique d'Osaka. On y trouve des failles sous-marines, cause de tsunamis et de séismes. C'est aussi une région touristique, notamment la côte appelée le Japon préservé, car reliée tardivement par des lignes grande vitesse au centre du pays, avec des paysages préservés, des villes féodales ou des sanctuaires shinto. Et en Corée du Sud, l'ancienne capitale Gyeongju ou l'île de Jeju. Surtout, la mer du Japon est une zone d'échange. Hormis la Corée du Nord, dictature ultra-militarisée, les pays riverains, ici avec leur zone économique exclusive, sont tous des puissances économiques. Le Japon, 4e mondial, la Russie, 11e, la Corée du Sud, 14e, sans oublier la Chine, numéro 2 mondial et première de la région. Si les réserves en poissons ont hélas été surexploitées, la zone regorge de ports pour importer et exporter pétrole, matières premières, céréales ou produits de consommation. On en compte 25 en Corée du Sud, dont Donghae et surtout Pusan, immense port container et chantier naval. Pusan est le 7e port mondial et le premier en Asie du Nord-Est. Côté japonais, on trouve les ports de Kitakyushu ou Akata, et au nord, Niigata ou Hakodate. Avec l'extrême-orient russe, les échanges japonais, notamment de voitures d'occasion, ont chuté depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Mais malgré les sanctions internationales décidées à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, auxquelles la Corée du Sud, Taïwan, Singapour et le Japon se sont associés, la Russie fournit toujours 8,6% du gaz japonais exporté des champs de Sakhaline via les ports de Nakotka et Vladivostok. Vladivostok qui est aussi l'ultime étape du transsibérien et hub pour les productions du nord-est chinois vers la Chine du Sud. La mer du Japon, on l'aura compris, est donc stratégique, et cela depuis des siècles. C'est en effet d'ici que le Japon impérial de l'ère Meiji, première puissance moderne non occidentale, lance son expansion. En mai 1905, la flotte de l'amiral Togo écrase les navires du tsar venus de la Baltique dans le détroit de Tsushima. Après les îles Kuril en 1875, Tokyo récupère ainsi le sud de Sakhaline, puis envahit la Corée, transformée en 1910 en colonie, puis conquiert une partie de la Chine, dont la Mandchourie. La Seconde Guerre mondiale touche peu la mer du Japon, rendue neutre par le pacte Moscou-Tokyo d'avril 1941. Mais au lendemain d'Hiroshima, le 8 août 1945, l'URSS attaque le Japon suite aux accords de Yalta et occupe la Mandchourie et la Mongolie intérieure, le nord de la Corée, les îles Sakhaline et Kuril. Les États-Unis, eux, s'installent en Corée du Sud et au Japon.
Juin 1950, Kim Il-sung, leader nord-coréen allié à Mao et à Staline, attaque la Corée du Sud, soutenue elle par Washington et 19 autres États. Résultat, la guerre de Corée détruit la péninsule et la divise le long du 38e parallèle jusqu'à aujourd'hui. La guerre froide freine pêche et échange. Le bloc communiste s'oppose aux nouveaux alliés asiatiques des États-Unis. Tokyo, lié dès 1952 par un traité d'assistance militaire, et Séoul qui signe le sien en 1953. Mais les relations Japon-Corée du Sud restent très tendues, du fait des traumatismes de la colonisation, travail et prostitution forcée. Mais aussi parce qu'en 1952, le président sud-coréen Syngman Rhee étend unilatéralement l'espace maritime sud-coréen. La ligne qui porte son nom permet d'annexer un petit archipel que Séoul appelle Dokdo et revendiqué par le Japon sous le nom de Takeshima. Jusqu'en 1965, des milliers de pêcheurs nippons sont arraisonnés par Séoul pour avoir franchi cette ligne. Malgré tout, on le verra tout à l'heure, récemment, les tensions régionales ont permis aux Sud-Coréens et aux Japonais une réconciliation historique. Enfin, côté soviétique, Vladivostok reste ville fermée jusqu'en 1989 du fait de sa base militaire stratégique en eau libre de glace. Moscou dénonce les liens Japon-États-Unis et leur contrôle de fait du détroit de Tsugaru, vital pour que sa flotte et ses sous-marins nucléaires rejoignent le Pacifique. Signe de ces tensions, en 1983, l'URSS abat ici un avion de ligne sud-coréen, tuant 269 passagers. Avec l'augmentation des tensions entre les deux superpuissances du XXIe siècle, Chine et États-Unis, et leurs alliés respectifs, la mer du Japon se retrouve au cœur des grands affrontements de notre époque, sans avoir réglé les conflits du passé, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Côté tensions bilatérales, les îlots Dokdo-Takeshima pèsent toujours sur les relations entre Séoul, qui y maintient une garnison, et Tokyo, qui veut saisir la Cour internationale de justice. Chaque visite sud-coréenne, ici le président Lee en 2012, relance la polémique. Autre enjeu, les îles Kouriles, russes depuis 1945. Tokyo exige toujours le retour des 4 îles les plus proches du Japon. Suite à l'invasion russe de l'Ukraine et aux sanctions votées par le Japon, Moscou a bloqué les visites de descendants d'anciens habitants nippons. Troisième sujet de tension enfin, plus latent, l'estuaire de la rivière Tyumen. L'Empire russe a annexé cette région en 1858, lorsque l'Empire chinois était affaibli, lui fermant tout accès à la mer du Japon. Mais le conflit en Ukraine a rendu Moscou très dépendant de Pékin en termes économiques et militaires. Résultat, la Chine exige depuis 2024 que les documents administratifs portent les noms chinois des villes de l'ex-empire Qing, Vladivostok redevenant Aishenwei. Mais c'est surtout la Corée du Nord qui transforme la mer du Japon en espace chrysogène. Plus petit et plus pauvre des États riverains, Pyongyang a testé en 1998 son premier missile à longue portée au-dessus de la mer du Japon, créant un choc durable à Tokyo, Séoul et Washington. Depuis, le régime nord-coréen développe son programme de dissuasion nucléaire, 6 tests depuis 2006, et multiplie ses tests de missiles avec un record de 69 tirs en 2022. Pyongyang vend aussi beaucoup d'obus et de missiles à la Russie en guerre contre devises, pétrole et haute technologie. Et tournant historique, a décidé d'envoyer en octobre 2024 11 000 soldats soutenir la Russie en Ukraine. En parallèle, Pyongyang espère également relancer sa zone économique spéciale de Rasson, créée en 1991. Russie et Chine y possèdent déjà des quais et des lignes ferroviaires qui les relient à leur réseau. Poutine a évoqué cet enjeu lors de sa visite en Corée du Nord en juin 2024. Visite fastueuse à Pyongyang du dictateur russe pour sceller un accord de défense mutuelle entre les deux pays. De son côté, la Chine veut garder un œil sur son turbulent voisin nord-coréen, auquel elle est également liée par un traité de défense mutuelle. Inquiets de ces développements au nord de la DMZ, Corée du Sud et États-Unis multiplient les exercices communs. Au Japon, les premiers ministres Abe et Kishida ont mis fin au pacifisme traditionnel japonais, renforcé leur doctrine de défense et installé des systèmes antimissiles américains. En 2027, le budget de la défense nippon pourrait atteindre 2% du PIB, à la fois pour contrer Pyongyang,
mais aussi pour contrer les pressions de Pékin en mer de Chine et sur Taïwan. En parallèle, au printemps 2023, le Premier ministre japonais Kishida et le président sud-coréen Yoon ont voulu enterrer la hache de guerre pour surmonter, près de 80 ans après, le passé colonial du Japon et célébrer leur partenariat politique, économique et surtout militaire. Ils y ont souligné leur attachement aux mêmes valeurs universelles de paix et de démocratie sur fond de montée des tensions accrues avec la Chine et la Corée du Nord. Enfin, en août 2023, Washington, Tokyo et Séoul ont signé à Camp David un pacte trilatéral pour renforcer la sécurité régionale. Voilà pour ce survol de la mer du Japon dont on voit bien qu'elle est un espace de confrontation entre deux systèmes d'alliances opposés. D'un côté, les États-Unis, protecteurs du Japon et de la Corée du Sud. De l'autre, un trio de puissances nucléaires, Corée du Nord, Russie et la Chine. Si elle est évidemment plus proche de Moscou et Pyongyang que de Séoul, Tokyo et Washington, la Chine ne voit néanmoins pas forcément d'un bon œil la montée des tensions régionales, tandis qu'en septembre 2024, le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, évoquait son souhait de créer l'équivalent asiatique de l'OTAN. C'est avec elle que nous avons préparé cette émission. La spécialiste de l'Asie Valérie Niquet co-signe avec Marianne Perrondoise cet ouvrage « L'Indo-Pacifique, nouveau centre du monde ». Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos et retrouver également notre newsletter.